Ubisoft était autrefois le nom des jeux en monde ouvert, pour le meilleur et pour le pire. Ils ont perfectionné la formule, escaladé une tour, révélé la carte rincée et répétée qui a dominé les jeux des années 2010. Je veux dire que Breath of the Wild, considéré comme l'un des jeux les plus influents de l'ère moderne, se situe en aval de cette formule. Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, ce n'était pas seulement des franchises, c'était en quelque sorte le genre Ubisoft. Mais quelque part entre le 400e Assassin's Creed, quelque chose s'est passé extrêmement bizarrement. En 2024, Ubisoft était censé rebondir après quelques années difficiles, marquées par des scandales internes, des licenciements massifs, des retards de jeu, une crise d'identité créative qui ferait rougir Square Enix. Le récit a changé. Assassin's Creed Shadow était enfin en train de se produire. Un jeu Assassin's Creed au Japon féodal, tant attendu, promettant deux protagonistes, un équilibre fictif-action, furtif-action, et beaucoup de battages médiatiques. Ne fumez pas les jeunes. Comme si Ubisoft avait fait la promotion de ce truc, comme si ça allait être Avenger Endgame pour eux. Mais une fois la poussière retombée et les rapports financiers publiés, Ubisoft a refusé de donner une réponse simple à une question simple. Combien d'exemplaires as-tu vendu? Quel est le résultat? Assassin's Creed Shadow, nous ne divulguerons pas les unités vendues. On soupçonne de plus en plus vraiment que le grand retour d'Ubisoft ne serait qu'une illusion, une projection d'une entreprise qui essaye désespérément de convaincre tout le monde, y compris elle-même, que tout va bien. Salut tout le monde, c'est Rumix. Aujourd'hui, avec la vidéo justement de GamerRanks, que se passe-t-il sur Ubisoft? On va commencer déjà par l'esquive des relations publiques la plus étrange de cette année. Ubisoft a rapidement fait cette chose étrange. Elles ne sont pas les seuls à faire ou quoi que ce soit. Beaucoup de développeurs AAA qui adorent maintenant crier le mot engagement. Ils auraient pu l'embellir avec de jolis mots, mais ce n'est pas vrai. Selon Ubisoft, Shadow a été le deuxième engagement le plus élevé pour un jeu Assassin's Creed. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui ont le plus précommandé? Un peu plus de goût? Combien de fois on a cliqué sur la bande-annonce YouTube? Le nombre d'heures de jeu par personne? Je veux dire, c'est une chose très étrange de se vanter de quelque chose que personne ne comprend. Lorsque les journalistes ont eu pour une fois l'audace de demander combien d'exemplaires avaient été vendus, Ubisoft est devenu plus silencieux que ce que l'on pourrait penser d'un assassin en mode difficile. Je veux dire, c'est pas toujours complètement raison à ce sujet, mais c'est comme ça et l'internet collectif l'a remarqué. Ubisoft lui-même a réalisé une esquive de Jedi. Nous ne partagerons pas les chiffres de vente précis, mais nous sommes très satisfaits. C'est bien sûr, ne posez pas de questions, achetez simplement ce foutu jeu s'il vous plaît. En termes de relations, c'est inquiétant. Ubisoft n'est pas en grande forme, notamment si vous regardez leur courbe d'action. Les derniers rapports financiers ont montré une baisse de revenus, une chute des ventes du catalogue précédent et même un Just Dance qui trébuche sur ses propres lacets. Si Shadow était vraiment censé être le sauveur qu'il prétend être, la plupart des gens crierait les chiffres de vente sur tous les toits, ce qui n'est pas le cas. Donc, soit Shadow imprime de l'argent, soit Ubisoft est timide pour le plaisir. Ce qui est, pour être honnête, ce que je ferais si j'imprimais de l'argent. Les gens n'ont pas besoin de savoir pour mon argent parce que je n'imprime pas d'argent en fait. Donc peut-être que je m'en vanterais, je sais pas. Mais en tout cas, est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils sont timides pour le plaisir? Ou je suppose, est-ce qu'ils redéfinissent le succès? C'est très post-moderne de leur part. Donc, juste après cette étrange danse de relations publiques, qui ressemble, je ne sais pas, presque à une mauvaise sitcom, juste après ça, ils ont réintroduit Charlie Guillemot. Quoi qu'il en soit, notre homme, Charlie, est parti en 2021, pour poursuivre d'autres opportunités de jeu dans une société de Web3 appelée Unagi, qui semble être une société DeFi, une société de blockchain financière décentralisée, et qui est également un studio de jeux Web3 de premier plan. Je ne vais pas faire plus de recherches à ce sujet, je ne sais pas ce qui va arriver avec toutes ces informations personnelles qu'ils vendent à tout le monde. Dans le meilleur des cas, je reçois juste un tas de publicité pour de la crypto-monnaie, qui est de toute façon Charlie est le fils, de toute façon le fils du PDG d'Ubisoft, avant les sports fantastiques en NFT, je sais pas, grosse dédicace au jeu Sora, moi j'en avais acheté à l'époque en plus, j'étais un peu con, ou quoi que ce soit qu'il faisait avec Unagi. Il était en fait le co-directeur du studio mobile d'Ubisoft appelé Allwent. Allwent a créé d'ailleurs un jeu appelé Tom Clancy's Elise Squad qui représentait un groupe terroriste fictif utilisant des images très très similaires au symbole Black Lives Matter. Cela a conduit à des excuses publiques et au départ de Charlie de l'entreprise. Le fait qu'il soit passé justement aux NFT, aux crypto-monnaies de la finance décentralisée, ne fait pas vraiment penser à quiconque que ce type est professionnel. Charlie est donc de retour chez Ubisoft pour co-diriger un nouveau comité de transformation visant à revitaliser l'entreprise, vous savez, parce que les choses ne vont pas très bien. Et quoi de mieux à faire
que de faire venir du sang neuf qui travaillait dans l'entreprise et qui est aussi le fils du PDG. Oui, je ne vois pas cela aboutir à beaucoup de nouvelles idées, vous pouvez m'appeler fou. Et à mesure qu'ils se transforment, leur date de sortie évolue également. Maintenant, pendant que vous jouez à des jeux Ubisoft, comme peut-être Far Cry ou Ghost Recon ou autres, Ubisoft joue à un jeu appelé Delay All the Sync. Far Cry 7, Assassin's Creed Exe et Ghost Recon ont tous été repoussés à 2026 ou plus tard. La raison officielle est de créer de meilleures conditions de réussite, ce qui, je veux dire, n'est pas faux, même s'ils ont été assez hésitants quant à nous dire exactement comment Assassin's Creed Shadow s'est comporté, et il est fort probable qu'il ait fait mieux qu'Assassin's Creed Mirage, et cela est en partie dû au fait qu'au lieu de sortir il y a un an dans l'état dans lequel il se trouvait, ils l'ont sorti après une autre année de travail dans cet état, ce qui représente un grand pas dans la bonne direction pour Assassin's Creed. Que vous pensiez que toutes les étapes doivent être franchies ou non, j'ai apprécié. Était-ce le meilleur Assassin's Creed ou était-ce le meilleur qu'il n'ait jamais pu faire de pire? Je répondrai non aux deux questions. Mais je pense que le retard a profité du jeu, et je pense que c'est certainement quelque chose à laquelle il pense ici. Décompose-le. La sortie de Far Cry 7, initialement prévue pour 2025, la date de sortie est désormais envisagée pour 2026 au plus tôt. Le jeu subirait des changements importants, notamment un passage au moteur Snowdrop et un nouveau scénario impliquant une secte, un mécanisme de compte à rebours, Assassin's Creed Exe, dont on avait déjà parlé en 2022. Se déroule désormais dans les procès de sorcières du XVIe siècle en Europe centrale. Pas beaucoup de détails, mais il est peu probable que ça voie le jour avant 2027. Le prochain Ghost Recon, après l'accueil mitigé de Breakpoint, Ubisoft prend son temps avec celui-ci pour des raisons évidentes. Nous n'avons pas vraiment de détails à ce sujet. Mais le retard suggère qu'une refonte assez importante est en cours, comme je l'ai dit. Ubisoft mise sur l'idée que ces retards vont conduire à des jeux de meilleure qualité et surtout à faire remonter le prix de leur action en bourse. J'imagine, tu vois, des jeux de meilleure qualité, et même si c'est un objectif noble, c'est une démarche risquée dans le secteur, où les longs cycles de développement peuvent entraîner une augmentation des coûts et une diminution de l'intérêt des joueurs. Eh bien, rien ne le dit mieux que les 3 mots suivants, les sables du temps. Vous vous souvenez quand Ubisoft a annoncé le remake de Prince of Persia en 2020, ça devait être un voyage nostalgique dans le passé, sortie prévue pour janvier 2021, on est en mai 2025 quand je vous publie cette vidéo, quasiment juin 2025, ce jeu a été retardé à plusieurs reprises, il a changé de studio de développement, il a subi des refontes importantes, honnêtement, c'est comme si Ubisoft pensait qu'ils utilisaient le poignard du temps et qu'ils rembobinaient, sauf qu'ils ne le font pas. Parce que ce n'est pas ainsi que fonctionne le temps, du moins dans la vraie vie. Ne serait-ce pas drôle s'ils ajoutaient un scénario dans lequel vous utilisez la dague du temps pour développer un jeu vidéo? On peut prendre tout le temps qu'on veut. Quoi qu'il en soit, au départ, le projet était géré par Ubisoft Pune à Mumbai et il a été critiqué pour ses visuels et sa qualité globale. Ils ont donc confié les rênes à Ubisoft Montréal, en 2022, le studio derrière le classique original de 2003. Cela a été perçu comme une étape positive, c'était probablement le cas. Mais nous ne le savions pas, car nous n'avons vraiment rien entendu. Ubisoft a confirmé que la sortie de ce remake est prévue pour le 31 mars 2026, qui correspond à la fin de l'exercice 2025-2026. Cela fournit un calendrier plus concret, je veux dire, c'est leur propriété, ils n'ont pas besoin de dire la vérité sur les dates de sortie, et même s'ils le sont, ils ne sont pas obligés de s'y tenir. S'ils pensent qu'ils devraient le retarder davantage, ils le pourraient. Cela fait partie de la beauté de la liberté, ainsi que d'un test de patience pour ceux d'entre nous qui aiment la liberté, mais qui n'aiment pas attendre. Je veux dire, c'est un classique intemporel. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucun délai que vous auriez pu estimer pour le développement et être correct à ce sujet, mais c'est aussi un standard intemporel, je veux dire, les sables du temps est génial, et quand il sortira, ça sera génial, mais bon sang, ce n'est vraiment pas professionnel la façon dont il gère ce genre de choses. Et oui, est-ce bien vrai? Eh bien, les gens remarquent que, je veux dire, c'est une sorte de tendance plus large que Ubisoft et lui-même. Il y a un problème que beaucoup de gens appellent la déprofessionnalisation dans l'industrie du jeu AAA. Je veux dire que c'est l'éléphant dans la salle du conseil d'administration d'Ubisoft. Mais vous pouvez le voir ailleurs aussi, ce n'est pas seulement un mot à la mode, c'est une sorte de réalité troublante qui transforme le développement de jeux vidéo d'un travail, voire d'une profession, en une économie de petits boulots. Lors d'événements comme la PAX East 2025, le changement était palpable. Le salon était autrefois dominé par les grands éditeurs, effectivement, et ressemblait pour être franc à une ville fantôme. Les participants ont remarqué l'absence d'exposants importants et un manque de contenu engageant, et honnêtement beaucoup de gens disent que c'est l'une des conventions les plus tristes dont tout le monde se souvienne. Et tout le monde se souvient encore de la DashCon. Personne n'a oublié la DashCon,
Cela ne veut pas dire que la PAX S 2025 était joyeux, mais il ne s'agit vraiment pas d'un événement en soi en fait. L'événement est en quelque sorte la preuve avant-gardiste de ce qui se passe par Ubisoft. Par exemple, ils ont licencié plus de 3000 employés entre septembre 2023 et fin 2024, remplacé des opportunités d'emploi stables par des contrats à court terme et des missions en freelance. Bien sûr, cela ne se limite pas aux jeux vidéo. Si vous vous demandez ce qui est arrivé aux syndicats, aux avantages sociaux, à la stabilité, les mots avec lesquels vous pouvez facilement répondre « travail à la demande », le travail à la demande permet aux employeurs de ne pas avoir plus ou moins d'employés. Ils ont des gens qui se comportent comme des employés, mais juridiquement parlant, ils sont les propriétaires uniques de petites entreprises qui sont sous-traitées pour effectuer des travaux. Et les grandes entreprises qui font des affaires avec les petites entreprises ne se soucient généralement pas des petites entreprises. Ils le font parce que c'est une question de nécessité. Et dès qu'ils trouvent quelqu'un qui peut le faire à moindre coût, eh ben ils foncent. Parce que là crée une course vers le bas qui draine les talents de l'industrie du jeu vidéo. Pas seulement de l'industrie du jeu vidéo, il y a aussi une raison de parler des autres industries, pour le contexte de cette vidéo bien sûr. Les développeurs, juniors en particulier, beaucoup de mal à obtenir des postes qui entraînent un manque non seulement de perspectives nouvelles, d'innovation, mais aussi de talent, d'expertise retenue. Ce qu'un studio développe au fil du temps. Avant sa fermeture, Arkane Austin avait vu près de 70% de ses employés partir parce qu'ils étaient fatigués de travailler sur Redfall. Redfall qui n'était quand même pas une simulation immersive. C'était pour moi un jeu même pas connu. C'était un jeu service en fait de mauvaise qualité sur lequel personne ne voulait travailler, et quand vous n'attirez pas, vous ne retenez pas les talents, et vous rendez tout simplement tout impossible pour les talents d'aller n'importe où, et ce, même juste avec un simple pied dans la porte. Il est difficile d'imaginer qu'avec le temps les jeux s'amélioreront, parce que si chaque année vous avez une saison de formation pour intégrer toutes les nouvelles personnes, remplacer ceux qui sont épuisés, ou ceux qui sont partis vers des pâturages plus verts, disons une meilleure offre ailleurs, ou même vous savez, un emploi, ce n'est même pas un travail dans le domaine du jeu vidéo, ce qui est triste pour beaucoup de développeurs qui abandonnent les jeux. Tout cela frappe vraiment dur Ubisoft. Je veux dire, cela touche tout le monde durement, mais Ubisoft a licencié 3000 employés. C'est un nombre obscène d'employés. Et honnêtement, la preuve est dans le pudding, avec toutes ces réinitialisations de développement. Même si vous avez un jeu qui se passe bien, si vous perdez des membres importants de l'équipe au milieu du développement, vous devez essentiellement redémarrer le développement, même si techniquement vous voulez continuer simplement le développement. Car vous devez trouver une équipe de personnes et leur demander de comprendre ce qui se passe avec le jeu. La plupart du temps, vaut mieux repartir de zéro, car parfois, lorsque certains membres partent, vous avez le problème supplémentaire qu'ils sont en quelque sorte le chiffreur et qui peut interpréter le code et l'expliquer aux nouvelles personnes. Si cette personne est partie, bien bonne chance. Je peux vous imaginer combien de fois c'est produit avec Skull and Bones. Vous pouvez croire que j'ai fait toute cette foutue vidéo sans mentionner Skull and Bones. Ce qui est drôle, c'est que je n'en ai même pas eu besoin. J'ai juste le besoin de le dire, Skull and Bones, c'est tout, vous savez tout ce que je veux dire. Et si vous ne le faites pas, Wikipédia s'intéressera davantage à l'enfer du développement qu'au jeu quadruple A lui-même. Alors qu'est-ce qui se passe avec Ubisoft ? Eh bien c'est la même chose qui se passe avec beaucoup de grandes sociétés de jeux, sauf qu'elles sont visiblement nulles. Je veux dire, ils continuent à maladroitement trébucher sur leurs propres pieds et passent une décennie à créer un jeu qui n'est pas bon, Skull and Bones, ou qui ne sort pas, Beyond Good et Evil 2. Pouvez-vous croire que je n'ai même pas encore dit Beyond Good et Evil 2 ? Je veux dire, il y a tellement d'exemples qui servent simplement de raccourcis pour la mauvaise gestion, et le fait, bien sûr, de ne pas savoir ce que vous faites, c'est attribuable à Ubisoft. C'est exactement ce qui se passe avec Ubisoft. Au milieu d'une mer de changements, dans une industrie qui est devenue pléthorique, qui ne sert pas les personnes qui y travaillent, et qui ne sert même pas ses consommateurs, Ubisoft se distingue comme un problème. Être remarqué dans ce groupe n'est pas une position souhaitable, et beaucoup d'entre nous pensent sincèrement que Shadow n'est pas la bonne direction, et que ce sera probablement une bonne chose à long terme. Nous ne savons pas à quel point c'est une bonne chose. Cela semble vraiment étrange. Ces retards sont probablement aussi les bonnes décisions pour ces jeux. Mais il faut garder à l'esprit que ces gars-là ne sont pas dans la meilleure forme. Je pense que la plus grande question, celle à laquelle nous essaierons de répondre un autre jour, est que diable va-t-il se passer avec Ubisoft ? Qu'en penses-tu ? Laisse-moi un commentaire, fais-le moi savoir. Si t'as aimé cette vidéo, tu cliques un j'aime. Si t'es pas abonné, c'est le moment idéal. Je mets en ligne de nouvelles vidéos chaque jour de la semaine. La meilleure façon de les voir en premier, c'est de s'abonner. Alors clique sur s'abonner, n'oublie pas d'activer les notifications bien sûr, et comme toujours merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis Rumix Carré, vous pouvez me suivre sur toutes les réseaux sociaux. On se retrouve ici la prochaine fois. Vous pouvez aller voir GamerRanks qui m'a inspiré cette vidéo, très fort à lui. On se dit à très vite, ciao ciao.